que cette chanson n'aurait jamais dû exister. Parce qu'en 94, Mariah Carey n'en voulait pas. À l'époque, une pop star sérieuse ne faisait pas d'album de Noël. C'était le domaine des crooners en fin de carrière, des compilations de supermarchés et des disques qu'on offrait sans écouter. Hein. Mais Tommy Mottola, son ex-mari et patron de Sony, l'a convaincue. Elle compose All I Want for Christmas Is You en 15 minutes, paraît-il, avec Walter Afanasieff, qui est un compositeur à la technique d'orfèvre à l'époque. Et 30 ans plus tard, All I Want for Christmas Is You rapporte plusieurs millions, elle redémarre les plateformes, elle règle l'horloge du capitalisme affectif. Chaque 1er novembre, elle revient, et depuis 2019, c'est devenu biologique presque. Hein. La chanson réapparaît comme une hormone saisonnière. On dirait une sécrétion sonore du système. Et pourquoi cette chanson-là ? Beaucoup de critiques ont analysé ses références, la pop symphonique de Phil Spector, les cloches de Sly Ride, Aeronette, le gospel des années 50, la structure mélodique de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Ok, mais des centaines de chansons ont ses marqueurs sans avoir son succès. Last Christmas de George Michael a les mêmes codes, Wonderful Christmas de Paul McCartney aussi. Aucun n'a cette capacité à devenir l'interrupteur du monde. Aucune chanson n'est devenue un événement calendrier que les médias attendent comme on attend un solstice. Alors c'est quoi ? Est-ce que c'est sa voix ? Mariah Carey a une technique extraordinaire et en bonne santé jusqu'au moins 97 et Evan Go est fan depuis 94. Il y a le whistle register, ces notes suraiguës impossibles à atteindre, les mélismes du gospel, les changements de registres vocaux, le soi à l'octave en 1 seconde et la capacité de passer du souffle intime à l'éclat céleste. Mais Whitney Houston aussi avait cette même virtuosité et Céline Dion aussi à une même époque. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette chanson n'existe pas seule. Pour la comprendre, il faut passer de la question de la chanson, du tube, à la question de l'écosystème. Et il est au moins constitué de 3 niveaux. Social, parce qu'en fait, la chanson, elle s'incarne dans nos gestes, dans nos rituels, dans nos espaces domestiques, marchands. Il y a aussi un niveau infrastructurel, parce que la chanson repose sur des machines qui fabriquent un canon, des podiums algorithmiques. Il y a aussi un niveau idéologique qu'on voit beaucoup moins en général, parce que, en fait, la chanson promet une forme de salut. All I Want for Christmas Is You, c'est aussi une forme d'utopie raciale. Et c'est cet écosystème que je vais vous raconter. Il y a d'abord ce rituel. Chaque année, Mariah Carey revient et s'annonce. C'est la même cloche qui sonne, pas celle de l'église, pas celle du temps qui passe, celle de Mariah Carey. It's time. C'est 3 mots et c'est un soupir qui suffisent à faire basculer le monde. Depuis le 1er novembre 2019, Mariah Carey a ritualisé son retour en fait. Hein. Chaque année, elle poste une vidéo identique avec des monstres d'Halloween qui s'effacent ou un cri qui sort d'un bloc de glace. C'est un rituel et un rituel, c'est pas juste une habitude, c'est un geste collectif codifié pour produire du sacré. Au début du XXe siècle, déjà, les sciences sociales ont montré que les rituels créent de l'effervescence collective. C'est un moment où un groupe se sent uni, transcendé et où il devient plus que la somme de ses parties. Et les médias modernes ont créé de nouveaux rituels, les funérailles de Kennedy, celles de Lady Di, la chute du mur de Berlin. Mais il y a une différence cruciale ici parce que ces événements étaient disruptifs en eux-mêmes, ils arrêtaient le cours normal du monde occidental. Mais ce que Mariah Carey a inventé, c'est un rituel cyclique industrialisé. C'est pas un rituel qui surgit de lui-même, il est convoqué chaque année au même moment avec les mêmes codes. C'est ce qu'en médias se disent, on appelle un néo-rituel médiatique. C'est un événement qui est fabriqué par les industries culturelles pour créer artificiellement de la cohésion. Et le It's Time là, c'est le pur exemple de ce phénomène parce que c'est pas un moment spontané, c'est une liturgie planifiée. C'est un rite calendaire qui marque la bascule saisonnière. Et ça fonctionne, hein, on participe. Chaque retweet de It's Time, chaque story Instagram où la chanson passe, chaque mème de Mariah Carey qui dégèle. Tout cela performe le rituel. Nous ne le subissons pas seulement, mais on y participe, on le rejoue. Et plus on le rejoue, et plus le rituel devient indiscutable, même s'il nous agace. C'est ce que le sociologue David Goffman appelait un rituel d'interaction. En fait, c'est un geste qui ne sert pas à transmettre de l'information, mais qui confirme qu'on appartient au même monde. Quand vous partagez la chanson, vous dites pas seulement « j'aime cette musique », vous dites « je participe à cet événement, je suis là, je fais partie de la communauté nationale ». Évidemment, tout rituel produit son contre-public et son contre-rituel, et All I Want for Christmas Is You ne fait pas exception. Il y a même des témoignages qui parlent de torture auditive, de cauchemars de clochettes. Il y a même certains bars qui ont interdit la chanson avant le 1er décembre. Il y a des playlists également anti-Christmas qui émergent sur Spotify, et le Mariah is Coming s'accompagne d'images de films d'horreur. Il y a même des sondages où on voit que la chanson est classée à la fois la meilleure chanson de Noël et la pire chanson de Noël, et ce double statut, c'est pas un bug, c'est une preuve de puissance.
On parle de contre-public, c'est-à-dire de groupes qui se forment précisément en opposition à une forme culturelle et dominante. Pour le dire autrement, la haine de la chanson fait partie de son écosystème. Elle prouve que le rituel n'est plus optionnel, qu'il s'est imposé dans le paysage médiatique au point de devenir obsessionnel ou oppressif pour certains. C'est le prix de tous les mythes qui deviennent un peu trop visibles, ils se fissurent, et dans cette fissure, on voit la violence douce du consensus, l'obligation d'être joyeux, l'injonction à participer, la pression du bonheur collectif marchandisé, auquel participe tout un écosystème. Quand vous ouvrez Spotify le 1er novembre et que All I Want for Christmas Is You apparaît en tête de vos playlists Christmas, c'est pas un hasard. C'est le résultat d'une infrastructure technique, économique, juridique extrêmement sophistiquée. Alors évidemment, on ne connaît pas tous les détails contractuels précis, ces informations sont rarement publiques, mais on peut déduire déjà le fonctionnement juridique à partir de ce qu'on observe généralement et de la manière dont l'industrie musicale fonctionne. De ce que j'ai compris dans l'industrie musicale, il y a toujours deux types de droits. Il y a des droits d'édition qui appartiennent aux compositeurs ou à leurs éditeurs. Et il y a les droits du master qui appartiennent au label qui produit l'enregistrement. Et pour qu'une chanson circule aussi massivement, ces droits doivent être relativement simples à licencier. Alors probablement que Mariah Carey et Walter Afanasieff contrôlent ou ont arrangé les droits d'édition et que Sony Music, son label d'origine, détient le master. Donc en fait, on a une liquidité juridique qui est relativement flexible. Parce que si vous comparez des chansons avec des droits qui sont fragmentés entre plusieurs héritiers ou plusieurs entités, en fait, les chansons vont circuler moins facilement, les négociations sont plus longues et les coûts beaucoup plus élevés. Donc une chanson, si elle veut devenir omniprésente, elle doit être juridiquement disponible déjà. Et le fait qu'on trouve All I Want for Christmas Is You dans tous les contextes, les retail, les streaming, les publicités, TikTok, Instagram et TuchiCountry, ça dit que les structures de licensing sont optimisées pour la circulation. Ça va permettre en fait de créer très rapidement des versions instrumentales pour les karaokés, des remixes officiels, il en existe plein aujourd'hui, ou des edits en fait pour synchroniser la chanson avec des versions courtes pour les publicités. En fait, ce qu'on nous fournit, c'est un kit modulaire qu'on peut reconfigurer selon les contextes. Et c'est cette flexibilité juridique qui explique pourquoi la chanson peut s'adapter à autant de formats différents. Il y a aussi le cœur technique de cet écosystème, parce que chaque année, autour de novembre, les algorithmes de Spotify et d'Apple Music commencent à précharger la chanson dans les playlists. Et c'est même pas parce qu'on la cherche, mais c'est parce que les données historiques disent qu'on va la chercher. On a affaire à ce qu'en médias se disent, on appelle la curation prédictive. En fait, l'algorithme n'attend pas la demande, il l'anticipe, et l'anticipation va créer l'attente. Donc quand la chanson se met en tête des hits de Christmas à chaque novembre, elle reflète pas seulement notre désir, elle le programme. Les plateformes plient nos comportements dans leur structure. En fait, on croit choisir Mariah Carey, mais Mariah Carey a déjà choisi pour nous. Et résultat, la chanson, on le dit tout le temps, génère des millions de dollars en streaming, en vente digitale, en synchronisation publicitaire et tutti quanti. Évidemment, cette infrastructure, elle se voit pas, mais sans elle, le rituel s'effondre. Le sacré moderne ne flotte pas dans l'air. Il repose sur des serveurs, sur des contrats, sur des bases de données. Et ne pas le voir, c'est complètement passer à côté du succès de la chanson. Et autre chose, c'est que pendant longtemps, la légitimité musicale passait par les institutions, les critiques du Rolling Stone, les Grammy Awards, l'inscription dans des anthologies. Et aujourd'hui, il y a aussi des algorithmes, des acteurs non humains qui déterminent le sacré. C'est ce qu'on pourrait appeler un canon computationnel ou un podium algorithmique. En gros, la consécration passe aussi par le calcul. Chaque année, les mêmes données reproduisent le même verdict. Et chaque chiffre va venir confirmer le rituel et chaque recommandation va prolonger la tradition. Mais l'algorithme ne se contente pas d'enregistrer un consensus. Il le produit. On a affaire à une autorité algorithmique. Ce pouvoir qu'ont les systèmes de recommandation aujourd'hui de décider ce qui compte. Donc quand Spotify met la chanson en tête des hits de Christmas, la plateforme ne dit pas voici ce qui est populaire, elle dit voici ce qui va devenir populaire. Et plus on nous recommande la chanson, plus on l'écoute, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Et Mariah Carey, elle le sait. Elle joue avec son statut de diva algorithme. Elle met en scène sa propre réactivation comme une mise à jour logicielle. C'est même plus une artiste à ce stade-là, c'est un programme annuel. Elle a compris avant tout le monde que la consécration passe pas uniquement par la mémoire collective, mais par des bases de données qui sont réactivables. Et c'est peut-être ça le vrai miracle, c'est une œuvre qui a réussi à devenir le réflexe d'un monde occidental. C'est plus si on participe ou si on est programmé pour participer.
Bref, All I Want for Christmas Is You, c'est pas seulement une chanson, c'est une machine économique mais à états multiples. Les médias se disent, on parle de polycrésie, en fait c'est la capacité qu'a un objet à vivre dans plusieurs mondes à la fois et servir des usages et des opportunités différentes. La chanson, en fait, elle est devenue simultanément une marchandise vendue par exemple sur les plateformes, un outil également de convivialité, chanté en famille, un indice mémoriel, elle rappelle un Noël d'enfance, une bande-annonce de travail dans les magasins, c'est une même mélodie qui va circuler entre des usages incompatibles. Et c'est ça qui fait sa force parce qu'elle appartient à personne, mais elle profite à tout le monde. Avec mes étudiants dans le cours que je fais à la fac sur la chanson, on a repéré grosso modo 3 grands usages. Il y a d'abord évidemment les reprises vocales et de karaoké, les covers YouTube. Les gens s'approprient la chanson, la réinterprètent, c'est du commun fabriqué. Il y a évidemment des détournements humoristiques, des mèmes où Maria sort du frigo, elle dégèle. Il y a des rituels domestiques aussi, où des familles la mettent en première chanson quand elle décore le sapin. Il y a des couples qui la chantent ensemble. Elle devient en fait un connecteur de micro-rituels domestiques. Puis il y a tous ceux qui vont l'utiliser également pour faire la promotion de leur agence immobilière et tutti quanti. En fait, la chanson qui fournit des prises, elle devient aussi une emprise. Tout ce qui circule va produire du sens, mais aussi du pouvoir. Les plateformes capturent ces gestes, les trient, les valorisent, et chaque rire, chaque pastiche va devenir une donnée publicitaire en plus. Les affects vont se transformer en flux monétisables, et chacun va pouvoir faire sa promotion à partir de la chanson. Le stade ultime de cette marchandisation, c'est quand Maria devient elle-même le produit. Par exemple, lancé avec McDo, le Maria Menu, un cheeseburger, des nuggets, c'est un McFlurry ou je sais plus quoi. La pub va rejouer tous les codes de All I Want for Christmas Is You, la robe rouge, sirène, l'avalanche de doré, de paillettes, le whistle register utilisé comme arme comique. Autre exemple avec les chips Walkers, où elle affronte un elfe pour un paquet de chips et elle gagne en utilisant sa note suraiguë. En fait, c'est plus une chanteuse, c'est un mème vivant. C'est un signe qui est immédiatement visible. Elle chante plus seulement la chanson, elle l'incarne elle-même, elle est devenue la personnification marchande du rituel. C'est un core logo, c'est une liturgie pop parfaitement recyclable. Les chercheurs en Media Studies ont montré comment les marques ne vendent plus seulement des produits, mais des identités, du storytelling. Mariah Carey fait l'inverse. L'inverse, le processus, elle ne vend plus seulement sa musique, elle se vend elle-même comme produit préfabriqué de Noël. Et c'est comme ça qu'elle est devenue Noël, en l'enchantant comme marchandise. Le philosophe Walter Benjamin avait un mot pour ça, la fantasmagorie. En fait, c'est ce moment où la marchandise capitaliste s'habille d'âme, où la technique devient un miracle, où le commerce se déguise en transcendance sacrée. Par exemple, il parlait des passages couverts de Paris au 19e siècle, ces galeries marchandes, où la lumière au gaz créait une atmosphère féerique. Les gens qui flânaient dedans pensaient vivre un moment magique, mais c'était du capitalisme décoré. La magie était devenue une stratégie de vente. De cette manière, All I Want for Christmas Is You est notre passage couvert sonore. C'est une fantasmagorie. Chaque clochette, chaque chœur gospel, chaque écho dans la voix de Maria participe à une ingénierie du merveilleux. C'est une sorte de théologie studio, une émotion calibrée à la milliseconde. Et cette magie marche aussi parce qu'elle est prévisible. On sait ce qui va arriver, c'est justement ce qu'on veut. Là réside aussi la force d'un rituel. Il crée l'illusion d'un imprévisible rassurant. Walter Benjamin disait que le capitalisme était devenu une religion sans Dieu, une religion où les vitrines remplacent les hôtels. Et ben, All I Want for Christmas Is You, c'est un vitrail sonore et on le voit très bien dans le clip remixé de 2019. C'est un lieu où le commerce et la transcendance s'embrassent sans jamais s'avouer. La paix, l'amour, la communauté, tous ces mots trouvent ici un corps, un décor, une voix. Et la chanson ne dit plus seulement « crois en Noël », elle dit « je suis Noël ». Et Mariah Carey a travaillé activement dans ses clips pour en devenir la reine. Tout le monde connaît maintenant le premier clip de All I Want for Christmas Is You. On dirait un film de Super 8, de famille, il y a le chien, la neige, les pulls rouges, la cheminée, tout ce qu'on attend d'un Noël américain en fait. Évidemment, tout est pensé pour. Les flous, les reflets, les surimpressions, c'est de la nostalgie fabriquée, c'est une intimité qui est mise en scène, je vais rien vous apprendre. C'est ce qu'on appelle l'attente en Media Studies, c'est cette collection d'images, de valeurs, d'imaginaires que chacun porte déjà en tête et qui peuple la mémoire sociale. En tout cas, dans un monde donné occidental ici. Les guirlandes, le feu, la cheminée, le lapin blanc, le Père Noël. Mariah Carey ne crée pas une émotion seulement, elle la réveille, elle rejoue un cliché heureux, un moment où la répétition rassure. Mais derrière cette chaleur, il y a déjà une tension.
Parce qu'on a une voix gospel ici noire qui surgit dans un décor blanc avec ses échos, sa ferveur, son timbre d'église. Elle s'inscrit dans la carte postale, mais elle la dérange déjà un petit peu. Et c'est cette tension-là entre le familier et le déplacé qui fait tout le pouvoir du clip. Parce que cette voix-là ne vient pas du décor, elle l'habite et elle le fissure. Le fantasme d'un Noël américain s'y rejoue, mais dans la bouche d'une femme noire ou métisse, au cœur d'un monde blanc qui fait semblant d'être universel. C'est une ferveur domestiquée, une transe contenue dans un flocon, et c'est là que naît la mécanique de l'attente, celle d'une adaptation continue à un mythe qui ne la reconnaît qu'à condition de l'adoucir. Alors quelques mois plus tard, elle sort en 94 le clip en noir et blanc. Le foyer ici devient un plateau, tout devient géométrique, presque clinique. Le clip rend hommage au Ronet et au Wall of Sound de Phil Spector. C'était une architecture sonore où chaque cloche, chaque voix, chaque écho érige un mur de son et donne à la pop music une sorte de noblesse d'orchestre symphonique. Alors ce que je trouve intéressant ici, c'est que Mariah Carey, elle s'y inscrit pleinement, mais elle s'y déplace. Parce que dans les 60s, les girl groups restaient à l'arrière-plan. C'était le visage lisse du rêve masculin. Ici, elle prend le micro seule, frontale, entourée de choristes qui la soutiennent. Elle devient le centre d'un dispositif qu'elle cite et qu'elle domine à la fois. On a des sapins stylisés, des néons, des podiums circulaires, en fait tout signe la fête comme décor abstrait. Elle ne joue plus Noël ici, elle joue le souvenir de Noël et le clip devient une archive de l'attente elle-même. Alors c'est intéressant parce que la vidéo commence par une horloge. On a les engrenages du temps, les chiffres qui défilent, 1974, 1994, 1984, comme si elle rejouait la mécanique du souvenir, comme si la chanson était déjà une machine temporelle. Puis tout bascule en 2000 à peu près. Aria devient un dessin animé dans un remix avec Jermaine Dupri et Powo. Le conte s'ouvre sur une lettrine géante comme si l'histoire allait recommencer à zéro, mais dans un autre alphabet. C'est le moment où l'imaginaire de Noël rencontre la pop culture hip-hop. On a Jermaine Dupri, Bobo, les téléphones à clapper, le langage visuel des cartoons du début des années 2000. Et pourtant, tout commence par un livre. Malgré la modernité, Mariah réactive encore la page, la typographie, le conte moral. En fait, elle garde les signes de la tradition, de nos attentes, mais elle change la syntaxe. Nos attentes ici deviennent hybrides. On est entre la blancheur de Noël et la culture urbaine noire américaine, entre le merveilleux et le clip MTV. Le trait est plat, les couleurs sont vives, et la chanson devient aussi un dessin animé de l'espoir. Mariah Carey est en robe rouge, elle glisse dans la cheminée, elle sauve le Père Noël, elle distribue les cadeaux. En fait, elle devient une figure de médiation entre les mondes. Et à la fin, ses doigts clairs rejoignent ceux de Jermaine Dupri. Elle lui offre une montre, symbole du temps retrouvé. En fait, ici, c'est une réconciliation du temps et du désir, du sacré et du profane. Puis dans les dernières secondes, tout s'échappe, l'hiver fond. On passe du feu de cheminée à la plage, du sapin au jacuzzi, du mythe européen à l'imaginaire globalisé. Et Noël redevient une franchise climatique, un mythe tropicalisé. C'est plus la fête d'un lieu, mais c'est un langage en fait visuel exportable. Mariah n'interprète plus Noël, elle l'adapte à un monde sans saison. Un monde où l'hiver se vit en bikini, où le rêve d'enfance devient une esthétique mondiale, tout en maintenant l'illusion du conte. Les lettres dorées, les lutins, les cartes postales, tout en révélant ce qui est devenu ce conte, un récit circulant, mixé, déraciné, où la magie de Noël épouse la logique de MTV. Alors en 2011, en réadaptant la chanson, elle rejoue son cycle. Mariah Carey ne chante plus pour un amant absent, elle chante pour la foule connectée. Le clip se déroule dans le ventre du capitalisme, sous les guirlandes fluorescentes. Mariah Carey y trône, prêtresse et marchandise, elle est perchée entre deux sapins symétriques. C'est une sorte d'icône publicitaire devenue conscience de sa propre image. Et face à elle, on a Justin Bieber, qui avait 18 ans à l'époque, apôtre d'une génération post-YouTube. Lui, il rentre dans le temple pour célébrer Noël comme un rite d'achat en fait. Les caddies remplacent la crèche, les Nintendo 3DS tiennent lieu de miracles, et le rire des enfants qui attendent derrière les portes n'est plus celui du rêve, mais celui de la file d'attente avant l'ouverture du magasin. Et pourtant tout est là, la robe rouge, les clochettes, le regard caméra. Rien ne change pas de décor, elle change d'échelle. Elle reprend aussi les signes du passé et les rejoue en miroir, parce qu'en 94, en fait, le Père Noël dans le clip, c'était son mari producteur, qui avait 20 à 25 ans de plus qu'elle. Il avait littéralement fabriqué comme un produit. Et 20 ans plus tard, l'asymétrie d'âge s'inverse. C'est elle qui trône dans le traîneau et Bieber qui la contemple, les yeux pleins de ferveur adolescente. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'inversion ne libère pas le geste ici. Mariah rejoue le dispositif de séduction un peu cringe qu'elle avait subi, pas pour l'abolir. Même si le rapport de domination changeait de signe mais pas de forme, elle se réapproprie l'image, mais l'image garde la trace en fait du premier rapport, celui du désir médiatisé, recyclé, ritualisé.
et surtout romantisé, alors qu'il y avait l'occasion d'interroger ce qui s'était passé. Alors en 2019, pour la réadaptation de son clip, tout se referme. En fait, le clip s'ouvre sur une porte dorée, on a une main d'enfant qui s'avance, on a une lumière qui traverse le seuil, et la fillette métisse découvre un monde saturé de guirlandes, de dorures, de jouets géants, de neige artificielle. Elle avance en fait dans un espace d'émerveillement et Maria, au centre du décor, n'est plus une jeune femme ou une femme séductrice, elle est la gardienne du temple de Noël. Tout est inversé ici parce que le regard n'est plus masculin, c'est celui d'une petite fille qu'on devine être Maria, bouche entrouverte, émerveillée, qui contemple la chanteuse comme on contemple un mythe. Évidemment, c'est sans doute elle, enfant, la fille métisse de Long-Island qui rêvait d'un monde qu'elle pourrait enfin habiter. Alors que maintenant, elle règne sur ce monde. Le casting racial, il est vraiment intéressant ici parce qu'il devient le véritable sous-texte du clip. En fait, la fillette métisse incarne l'enfant Maria, mais dans un décor qui a été inversé. C'est la raison pour laquelle c'est pas totalement autobiographique. On a un père blanc ici et une mère noire. C'est un renversement symbolique du récit biographique, parce que Maria, qui est née d'un père afro-américain et d'une mère blanche irlandaise, avait grandi dans un monde où son métissage était vécu comme fracture, elle a subi le racisme. Ici, elle recompose l'image de son origine sous une forme apaisée. Elle réécrit son enfance comme un rêve réparé. Le clip ne le dit jamais explicitement, mais on n'est pas idiot quand même. Et tout le suggère, les boucles, la teinte de peau, même émerveillement face au monde blanc. Le monde clinquant de la vitrine, qui était autrefois inaccessible, s'ouvre enfin à son double miniature. Elle va pouvoir consommer comme tout le monde. La petite fille traverse la porte dorée, et elle rentre dans l'univers pop, puis ressort le sourire apaisé. Puis elle se retourne vers la caméra en se demandant est-ce que j'ai bien vécu ce que j'ai vécu. On a un regard double ici entre passé et avenir mêlés. Elle quitte le rêve sans le rompre et Maria lui fait un clin d'œil. C'est une sorte de cosmologie raciale inversée. L'enfant autrefois exclu du rêve américain réécrit le mythe depuis l'intérieur. C'est une forme d'afrofuturisme qui offre à la génération suivante une image réparatrice, même fantasmée du monde. Le père blanc, la mère noire, c'est un renversement utopique ici. C'est pas une Amérique réelle qu'on voit, mais c'est une Amérique réparée par le fantasme, par la fabulation. Maria devient une sorte d'auto-mythologie où la neige n'efface plus les peaux, mais les fait briller ensemble. L'enfant regarde le monde qu'elle a traversé et les parents incarnent la paix raciale rêvée. Maria, elle, devient l'esprit du lieu, la chanteuse, mais aussi la gardienne de l'image. Pour elle, c'est sans doute le moyen de réparer le trauma de l'enfance en l'inscrivant dans un horizon qui est post-racial et post-patriarcal. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette réparation, elle passe pas par le réalisme, mais elle passe par la magie du faux, par la brillance, par le carton-pâte. C'est plus elle qui fait partie du décor, c'est le décor qui fait partie de sa mémoire. Et parfois, dans les dernières années, elle rejoue encore ce mythe sur scène, comme avec Michael Bublé. Tout se referme une dernière fois, on a un chalet de studio à la NBC, on a des canapés rouges, une neige synthétique, un orchestre live. Nostalgie a pris la forme d'une liturgie quasiment. Et cette fois, la tension ne s'efface pas. Elle se sublime. Maria entre en rouge éclatant, bottes blanches, bijoux de diamants, sourire contenu. À côté d'elle, on a Michael Bublé qui incarne la neutralisation du trouble. C'est un crooner qui est rassurant, c'est une voix qui est polissée, c'est un gentleman standardisé, domestiqué. L'autisme du début a disparu, la ferveur demeure, mais elle est transfigurée dans un rite qui est standardisé. Maria ici ne séduit plus, en fait, elle préside. Elle est celle par qui Noël advient. Comme une promesse, comme une cérémonie, la boucle est close. De la femme enfant du chalet de 1994 à la divinité pop du sanctuaire symphonique, elle a transformé la chanson la plus sucrée du monde en rituel planétaire de réparation et de pouvoir. Et sous la neige factice, je trouve qu'on perçoit encore une ironie. La robe rouge, la lumière trop parfaite, la joie mise en scène. Mais cette fois, c'est elle qui écrit le mythe. Bref, ce que ces ajustements révèlent, à mon avis, c'est une auto-muséification qui est conflictuelle, parce qu'on passe d'une intégration raciale symbolique en 1994 à une pacification utopique en 2019, jusqu'à une standardisation, une neutralisation en fait de toutes ces tensions. Donc si la chanson ne vieillit pas, c'est parce qu'elle mute sans arrêt, et chaque mutation la rend plus résistante encore. Mariah Carey était la chanteuse parfaite pour incarner ce mythe, cette chanson, cette utopie. Parce qu'elle est née en 1969, un père afro-vénézuélien et d'une mère irlandaise. Elle a grandi en fait dans un pays qui ne savait pas où la ranger. Trop blanche pour certains, trop noire pour d'autres. Mariah Carey est métisse, biraciale.
Et son corps va devenir, et est encore aujourd'hui, un enjeu politique qu'elle rejoue dans ses chansons. Parce que Noël, dans l'imaginaire américain, c'est la promesse d'une réconciliation impossible. C'est le moment où toutes les tensions, notamment raciales et de classe, de religion, sont supposées se dissoudre dans la chaleur du foyer. Et Mariah Carey, elle incarne parfaitement cette dissolution parce que son corps biracial est devenu une métaphore vivante de l'harmonie. Sa voix, issue du gospel, circule dans des playlists blanches. Elle chante en fait la ferveur des églises, mais dans un cadre pop. Elle a fait rentrer, comme d'autres, la transcendance noire dans le marché blanc. Et ce geste-là, même s'il est récupéré, il reste politique et intéressant. C'est du passing ou c'est un terrain d'entente qu'elle a trouvé. C'est cette capacité à passer pour blanc et à tirer profit en fait de la machinerie dans laquelle on est inclus. Mariah Carey, c'est un passing vocal. Sa voix peut sonner noire quand elle utilise les mélismes, les cris, les vibratos. Peut aussi sonner blanche quand elle chante en voix cristalline dans les registres de soprano, même s'il y a des sopranos noirs. All I Want for Christmas Is You, elle alterne constamment entre les deux. C'est une forme de new black à esthétique, c'est la capacité des artistes noirs post-droit civique à naviguer entre plusieurs codes culturels sans en trahir aucun. Évidemment, cette fluidité, c'est pas qu'une libération, c'est une commodité. Si le corps biracial de Maria devient aussi un produit, elle peut vendre à la fois au marché blanc et à la fois au marché noir. Et ce que la chanson propose, c'est un monde où la blessure raciale serait réparée pas par la justice, mais par l'harmonie sonore. Et c'est là que ça devient problématique. Parce que le pardon passe par le refrain. On efface le conflit en le recouvrant de mélodies, qui est un mythe qui est dangereux, parce que la différence consommée, ça devient de l'ornementation. Le corps de Maria, son mélange de gospel et de pop, son sourire impeccable, tout cela a été absorbé par la grande machine du consensus festif. Et la diversité ici peut devenir du design. La voix noire, elle est tolérée, mais à condition d'être céleste. Alors pourquoi 94 spécifiquement? Pourquoi elle a sorti à cette époque? Parce qu'en fait, c'est l'apogée du colorblindness. En fait, c'est une idéologie libérale qui dit on voit pas les couleurs, tout le monde est pareil, tout le monde est humain. L'époque de Heal the World, c'est l'époque de Clinton. Mais c'est aussi l'époque où la voix noire se vend mieux que jamais, à condition d'être dépolitisée. C'est l'époque de Whitney Houston qui chante I Will Always Love You. C'est l'époque de Celine Dion aussi qui chante du R&B. Et c'est l'époque où Mariah Carey chante All I Want for Christmas Is You. Et si on compare avec Nat King Cole dans les années 50, c'est radical, parce que lui chante The Christmas Song avec la même douceur, la même élégance, mais il doit affronter des boycotts dans le sud, des menaces de mort, des hôtels qui refusent de l'héberger. Ta voix est tolérée, mais son corps est suspecté. Et en 94, grâce aux luttes noires américaines, Mariah Carey peut incarner Noël sans qu'on lui pose de questions. C'est un progrès, mais c'est aussi une amnésie. On oublie que cette voix vient aussi d'une histoire de blessure, de souffrance, de résistance, de lutte. Et la force de Mariah Carey, je crois, c'est d'avoir hacké le système, c'est d'avoir glissé sa voix noire au cœur de la machine blanche. C'est d'avoir fait du gospel une machine universelle. C'est une victoire tactique. Alors, qu'est-ce que c'est finalement All I Want for Christmas Is You? Est-ce que c'est un opium du peuple 2.0? Est-ce que c'est l'aliénation douce qui nous fait croire que tout va bien? Est-ce que c'est juste une tactique d'une femme biraciale qui a réussi à imposer sa voix au cœur du système? Ou est-ce que c'est juste une chanson? Tout ça à la fois. En fait, cette chanson, c'est un dispositif qui est ambivalent, qui produit à la fois du commun, on chante ensemble, mais aussi du capital, quelqu'un gagne des millions par an, ça produit aussi de la joie, le plaisir réel, ça produit aussi de l'exploitation, ça produit aussi de la réconciliation symbolique, et ça produit la dépolitisation. Donc si vous écoutez cette chanson cette année, et vous allez l'entendre, écoutez-la en sachant qu'elle a été écrite en 15 minutes, mais qu'elle repose sur 30 ans de travail de Mariah Carey, qui n'est pas réductible à cette chanson et qui a une carrière exceptionnelle. Souvenez-vous aussi que la chanson génère des millions, mais qu'elle crée aussi du lien. Souvenez-vous que la chanson porte une voix noire, mais dans un cadre qui l'a dépolitisée. Souvenez-vous aussi qu'elle nous influence peut-être, mais qu'elle nous permet aussi de rejouer un rituel d'appartenance. Et peut-être que c'est notre condition contemporaine qui se joue aussi là, apprendre à naviguer dans des dispositifs qui nous capturent, essayer de garder une petite marge de manœuvre, danser d'une certaine manière dans la cage. Et Mariah Carey a compris quelque chose que peu d'artistes comprennent. Pour durer, il ne faut pas résister au système, il faut devenir le système, devenir l'infrastructure, devenir l'algorithme, devenir Noël.